Hey, coucou, ça va bien? Alors, comme tu le sais, j'ai vécu plein de trucs dans ma vie. J'ai eu une vie merveilleusement trépidante et je crois beaucoup à l'expérience et notamment aux leçons de vie qu'on gagne avec les expériences un petit peu négatives. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de 7 humiliations, grandes, moyennes, petites, que j'ai vécues tout au long de ma vie et qui m'ont appris quelque chose. Alors, il faut savoir que les humiliations qu'on vit, elles peuvent venir de choses qui sont, de faits qui sont des petits faits, des petits trucs qui se sont passés ou des grandes humiliations. Mais même si parfois on vit des petites humiliations, elles peuvent avoir des grandes conséquences pour nous, ou elles peuvent nous blesser même si elles sont toutes petites. Et alors la première, c'est un peu le cas. La première, en fait, c'est quand j'étais au collège, et c'est un tout petit fait qui m'a énormément marqué et qui a joué dans celle que je suis aujourd'hui. Je t'explique. Quand j'étais au collège, à un moment donné, j'étais en foyer, enfin j'ai souvent été en foyer pendant une longue période de ma vie. J'étais en foyer et avec ma mère et mes frères et soeurs, on était dans un foyer caché dans la ville de Jurançon, dans le sud-ouest de la France. Et donc, on était cachés parce que l'ex-mari de ma mère voulait la retrouver et voulait lui faire du mal, donc on avait besoin de se cacher et que personne sache qui on était, ce qu'on faisait, où est-ce qu'on habitait. Donc je ne pouvais pas vraiment dire qui j'étais aux gens autour desquels j'étais, aux gens qui étaient autour de moi. Et alors, à cette époque-là, j'étais très pauvre. Et ma mère avait réussi à m'acheter un vieux vélo. Mais genre, tu vois les vieilles bicyclettes de l'ancien temps, les vieilles bicyclettes, vieilles. Et dans ce collège-là, beaucoup de gens allaient au collège en vélo. Et en fait, moi, j'allais avec mon vélo et j'étais hyper fière d'avoir un vélo parce que comme je vivais dans un foyer, je ne possédais rien. Je n'avais pas de chambre, je n'avais pas de maison, je n'avais pas trop d'affaires parce qu'on s'était échappé. Et donc, ce vélo, pour moi, c'était une immense fierté. Et c'était le vélo qui me permettait de faire absolument tout et notamment de faire les courses pour ma mère. Et donc, voilà, il avait une valeur émotionnelle très forte pour moi. Et en fait, un jour, je suis arrivée au collège et les élèves qui étaient là se sont d'un coup tous mis à se moquer de moi sur mon vélo, à se foutre de ma gueule. Je crois qu'il y en a eu peut-être un qui a dû faire une réflexion et tous les autres se sont moqués. Et je me souviens que je me suis sentie hyper nulle parce que, en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon vélo était vraiment tout pourri, que c'était un vélo des années 20 et que tout le monde avait des vrais vélos et je m'en étais pas rendu compte avant. Ça a l'air bête, mais je m'en étais pas rendu compte parce que du coup, comme il y avait l'aspect émotionnel de mon vélo, ça me suffisait en fait. Il n'y avait pas l'aspect, je sais pas moi, esthétique, machin du vélo. Et donc, je me souviens que ça m'a énormément blessée le fait que tout le monde se moque de moi, mais en même temps, j'ai eu honte sur le coup, mais après, j'ai pas eu honte parce que j'ai compris qu'en fait, ils avaient rien compris à la vie et que déjà, moi, si j'avais un vélo tout pourri, c'est parce que j'avais pas d'argent, mais ça, ils le savaient pas forcément. Enfin, ils savaient que j'étais pauvre pour plein d'autres raisons que je vais t'évoquer après, mais voilà, ils le savaient pas forcément, mais qu'ils avaient rien compris dans la mesure où, c'était pas gentil de juger une personne sur son vélo parce qu'elle avait pas d'argent. Et ça m'a donné une leçon de vie parce qu'en fait, ça m'a vraiment appris qu'on ne pouvait pas du tout juger les gens sur le matériel et que le matériel, ça ne te donnait pas une importance en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris très jeune parce que j'ai toute ma vie été pauvre et que du coup, j'étais très souvent confrontée à des gens qui ne l'étaient pas. Quand je vivais dans ma cité, j'étais confrontée à des gens qui vivaient la même chose que moi, donc c'était chouette, on vivait la même chose, donc il n'y avait pas ça. Mais quand je n'étais pas dans ma cité et que j'étais confrontée à des gens qui venaient d'un milieu social plus élevé, voilà, il y avait ce choc et ça, c'était une de mes premières expériences avec ce choc de classe que j'ai vécu. Et alors, une des deuxièmes expériences que j'ai vécues dans mes humiliations dans ce collège, j'ai vécu plein d'humiliations dans ce collège d'ailleurs. Dans ce collège, c'était quand... à l'époque, donc, je vivais dans ce foyer, on était recherchés par l'ex-mari de ma mère et c'était compliqué. Et donc, comme je t'ai dit, je ne pouvais pas raconter mon histoire parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des informations qui fuitent. Même si à l'époque, il n'y avait pas énormément de risques parce que, déjà, j'avais 12 ans et parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et pas vraiment d'internet et compagnie. Mais voilà, il fallait faire attention et donc, je n'avais pas le droit de raconter mon histoire. Et je m'étais fait copine avec 2 filles qui étaient un peu les filles cool de la classe. De quand on avait 12 ans. Je m'étais fait copine avec ces 2 filles et en fait, à un moment, je leur avais avoué mon histoire et j'avais raconté tout ce que j'avais vécu, toutes les violences qu'on avait vécues, le fait qu'on se soit échappé, tout ça. Et c'est vrai que pour des petites filles de 12 ans qui n'avaient jamais peut-être eu
de vision de la violence et qui venait d'un milieu plutôt aisé, ben, tout ce que je racontais, c'était un peu un autre monde. Et je me souviens qu'à l'époque, elles avaient écouté mon histoire, que voilà, les jours étaient passés et qu'en fait, elles avaient raconté cette histoire à tout le monde en se moquant de moi et en disant que j'étais une menteuse et que je m'étais inventé une vie. Et pour moi, ça avait été ultra blessant parce que déjà, c'était un secret et que bah, c'était un secret qui était important pour la sécurité de ma famille, et puis surtout que je m'étais confiée et que je leur avais donné une confiance que j'avais donnée à personne d'autre. Et en fait, ça a été hyper blessant, et ça m'a beaucoup marqué en fait dans ma vie tout court, parce que j'ai tendance encore aujourd'hui à ne jamais raconter des trucs hyper intimes et à ne jamais dire quand je suis pas bien, quand je suis triste et compagnie. Et je sais que si je suis comme ça, c'est entre autres à cause de cet épisode. Et alors tu vas dire mais non, tu racontes ta vie, là tu es en train de le faire sur YouTube. C'est vrai, mais les choses qui sont vraiment intimes, je les partage avec personne, quasiment personne. Et donc voilà, ça a été une grande humiliation pour moi, le fait que je me confie sur des choses qui étaient importantes et qu'elle me traite de menteuse, qu'elle remette en question ma parole et qu'elle le raconte à tout le monde en se moquant de moi. Ma troisième expérience humiliante dans la vie, c'était quand j'avais la vingtaine, j'avais monté ma première entreprise. Et en fait, notre entreprise, c'était une toute petite entreprise qu'on gérait très mal d'un point de vue financier. J'aurai l'occasion de t'en parler d'ailleurs, qu'on gérait très mal d'un point de vue financier et qui a beaucoup grossi d'un coup. Et voilà, qu'on a très mal géré à l'époque. Je travaillais avec mon ex Laurent. Et en fait, tous les rendez-vous bancaires, c'était moi qui les faisais. Pourquoi ? Parce que Laurent, lui, c'était un mec qui malheureusement souffre de beaucoup de préjugés du fait qu'il soit asiatique, mat de peau, c'est un Vietnamien asiatique, mat, le crâne rasé, très tatoué, et qu'il ait un peu cette dégaine. Généralement, on le prend un peu pour un bandit en fait. On ne dit pas bandit en France, on le prend un peu pour un chef de gang, enfin un vendeur de drogue ou ce genre de truc, et c'est véridique. Et donc, quand on voulait faire des trucs sérieux, genre les banques, les rendez-vous administratifs, c'est moi qui y allais. Sauf que moi, j'avais aucune expérience dans le domaine et que moi, je me laissais très facilement impressionner par les gens qui étaient plus âgés que moi ou plus compétents ou machin. Donc, c'était des moments qui déjà de base étaient très difficiles à vivre pour moi. Et je me souviens qu'une fois, j'avais été chez le banquier, je voulais lui demander un prêt. Et effectivement, il n'y avait rien qui faisait qu'on pouvait obtenir un prêt parce qu'on était jeunes, parce qu'on n'avait pas de garantie, parce que voilà, on avait plein de problèmes bancaires, mais du fait que justement, on n'avait pas de bons conseillers bancaires. Et donc, le banquier s'était ouvertement foutu de ma gueule. Et je me souviens qu'il s'était foutu de ma gueule et qu'il y avait eu plein de trucs mélangés. Le fait que je sois une petite meuf, le fait que je sois jeune, le fait qu'on soit jeune, le fait qu'on avait une petite entreprise. Et c'était vraiment en mode, genre, cet homme que je voyais un peu comme grand, puissant, et moi la petite meuf qui vient quémander un truc, et je me suis sentie hyper rabaissée en tant que femme. Et ça m'a donné, alors ça a été très difficile pour moi, tous ces trucs bancaires, ça m'a enlevé beaucoup de confiance en moi, mais en même temps ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, parce qu'au fur et à mesure de mes expériences, de mon expérience d'entrepreneuse, avec cette grande expérience-là, qui a duré 6 ans, au fur et à mesure, ces expériences avec les banquiers, et notamment ce banquier qui adorait me rabaisser, ça m'a donné de la force et du courage pour aller voir les banquiers, mais ça m'a aussi dégoûté du système bancaire. Et je t'ai fait une série de vidéos sur la question, sur le fait que j'ai quitté le système bancaire. Ça m'a dégoûté des hommes de pouvoir. Et quand je dis hommes de pouvoir, je mets des grands guillemets, des hommes auxquels on attribue des pouvoirs. Voilà. Et donc, peut-être que là a commencé ma conscience féministe sans que je le sache. Une autre fois où je me suis sentie hyper humiliée, souvent c'est à cause d'hommes finalement que je me suis sentie humiliée, c'était un mec avec qui je sortais. Et en fait, une des premières disputes qu'on a eues, on était au téléphone, et il était je sais pas où avec un de ses frères, et en fait à un moment donné il s'est mis à hurler: mais t'es qu'une conne, t'es vraiment une grosse conne, mais t'es stupide, t'es débile, mais qu'est-ce qu'elle est conne. Et je crois qu'il s'est tourné vers son frère en disant: mais qu'est-ce qu'elle est conne, machin. Alors c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup en fait. Et en gros, moi j'ai un gros problème avec
avec cette insulte-là qui est liée à l'intelligence. Je pense que je préfère qu'on me traite de pute, et encore pour moi, pute, c'est pas trop une insulte, mais je préfère toutes les insultes du monde que les insultes liées à mon intelligence, parce que c'est celle qui me touche le plus. Je sais pas pourquoi, ça doit être lié à plein de traumatismes, mais voilà, pour moi, le meilleur compliment que tu puisses me faire, c'est de me dire que je suis intelligente, plutôt que de me dire que je suis belle ou que j'ai un beau cul, même si j'aime bien qu'on me dise que j'ai un beau cul, tu vois, mais je préfère qu'on me dise que je suis intelligente. Et donc, je me suis sentie hyper humiliée, rabaissée, et ça a été terrible pour moi. Ce mec qui s'est permis de me crier à la figure que j'étais conne, et pire, de dire à quelqu'un d'autre que j'étais conne, et ça a renforcé le fait que je n'accepte pas qu'un homme se permette de me rabaisser, qu'un homme me parle mal, et je crois que j'ai rarement laissé les hommes me parler mal, et je pense que je l'ai insulté et que je lui ai dit d'aller se faire enculer ce jour-là, parce que voilà, comme j'ai un peu ce passé avec ma mère qui a été une femme maltraitée par les hommes et qui est victime de violences conjugales pendant très longtemps, et ben moi j'ai pas accepté de me faire maltraiter par les hommes, et notamment par les mots ou voilà, des maltraitances psychologiques. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas subi, mais en tout cas, à chaque fois que j'en ai subi, je ne me suis pas laissé faire, et j'ai jamais laissé ces situations-là s'installer au point d'en souffrir. Voilà, donc ça c'était une grosse humiliation pour moi. Une autre humiliation qui est plus liée à ma classe sociale, j'étais au lycée, j'étais en seconde, et on avait fait un échange scolaire Allemagne-France avec une autre classe, et en fait la classe était venue chez nous, on devait aller chez eux. Et en fait le voyage pour aller chez eux était payant, et moi j'étais très pauvre, je venais d'une cité, et donc je sais pas si j'étais boursière à l'époque, mais comme j'étais pauvre, j'avais droit à certains trucs. Par exemple, je crois qu'à un moment donné, après très longtemps, j'avais eu droit à la cantine, ce qui aussi pourrait rentrer dans cette histoire d'humiliation. Pour te faire une petite digression, le midi, j'avais pas d'argent pour m'acheter à manger, j'avais pas d'argent pour aller à la cantine quand j'étais au lycée. Et à l'époque, on avait une carte qui était la carte qui nous permettait de recharger nos trucs de cantine et de pouvoir passer et manger à la cantine. On avait comme un système de, je sais pas, on avait droit à 10 repas, bref, qu'on payait. Et moi, j'avais pas de carte, bien évidemment, parce que je pouvais pas payer. Et en fait, il y avait des gens dans ma classe qui, eux, venaient d'une classe supérieure et qui, eux, avaient des cartes que leurs parents leur mettaient des crédits pour la cantine. Et en fait, eux, ça les saoulait de manger à la cantine parce qu'ils aimaient pas. Du coup, en fait, ils mangeaient dehors et ils n'utilisaient pas leur crédit cantine. Et en fait, comme j'étais une pauvre, et ils me donnaient leur carte et c'était merveilleux. C'est pas une humiliation parce qu'en fait, c'était génial. C'était vraiment génial. Et en gros, le problème, c'est que quand on passait, il y avait notre tête qui apparaissait sur un écran. En fait, il y avait un écran en hauteur avec notre nom et notre tête qui apparaissait pour que, genre, l'intendant ou le surveillant puisse voir qu'on était vraiment la personne de la carte qui allait manger, parce qu'on ne devait pas manger sur la carte des autres. Et je me souviens 2 fois où je me suis fait cramer, et donc j'ai pas pu manger. Et c'était horrible parce que je sentais le manger de la cantine et je pouvais pas manger. Et du coup, je demandais à mes potes de me ramener du pain avec du fromage de la cantine pour faire des sandwichs de fromage. Mais je l'ai pas vécu comme une humiliation. En fait, c'était plutôt un moment marrant. Je crois que beaucoup de trucs de mes trucs de pauvre, je les ai pas vécus comme des humiliations. Et ça m'a vraiment donné de la force. Et au final, ça m'a fait trouver un boulot. Et j'ai travaillé dans un snack pendant toute mon année scolaire, et du coup je pouvais manger gratuitement. Et finalement, pour remercier les gens qui m'avaient donné leur carte, je ramenais de la bouffe gratuite, ce que ma patronne de l'époque les a vendus de la boulangerie, du snack boulangerie où je travaillais. Je les amenais et je les donnais aux gens qui à l'époque m'avaient aidé pour la cantine. Bref, donc c'est pas une humiliation, c'est une histoire bien. Tout ça pour dire que ce voyage scolaire, pour moi, il comptait énormément. Il était important, et en fait j'avais obtenu une sorte de bourse pour faire ce voyage scolaire, et j'étais trop heureuse. Ah oui, attends, faut que je te raconte un truc. Et il y a 2 choses à raconter dans cette histoire. J'avais eu comment on dit, une meuf qui venait chez moi, et moi je devais aller chez elle. Une échangeuse, non, je sais pas, t'as compris, un truc on s'échange. Elle était venue vivre chez moi, et en fait c'était une petite qui venait d'un milieu très aisé, et moi j'habitais dans une cité, et elle avait détesté l'expérience chez moi. Elle avait demandé à partir, pour elle c'était horrible, elle supportait pas la vie dans une cité, elle aimait pas ma famille parce que nous on était on était une famille peut-être plus hyper vivante et machin. On avait vraiment une culture différente du fait qu'on soit des Arabes et qu'elle venait d'une culture allemande. Alors déjà, je pense qu'il y avait un choc culturel avec la France, en plus de ça un choc culturel avec la France et notre culture arabe en même temps mélangée. Donc pour elle ça avait été un énorme choc, elle n'avait pas supporté, et elle se sentait en insécurité dans mon quartier, je pense du fait qu'elle connaissent pas en fait la vie dans un quartier. Donc elle avait demandé à partir,
Et ça avait été une première petite humiliation pour moi parce que du coup, je m'étais vraiment sentie, j'étais la seule avec laquelle ça s'était mal passé. Et je m'étais vraiment sentie la meuf de quartier en fait. Et tous les préjugés qu'on avait sur les quartiers, ils étaient remontés d'un coup et je me les étais pris en pleine face. Et donc la deuxième humiliation que j'avais vécue, c'est qu'à cette époque-là, je sais plus ce que j'avais fait, mais je crois que je séchais pas mal les cours avec ma meilleure pote. Je t'en parlerai un jour quand elle sera chez moi, on fera une vidéo sur le sujet, mais mon année de seconde, c'était l'année où j'ai fait le plus le bordel dans ma vie. Et en fait, on avait fait genre le truc de trop qui avait fait que on avait été convoqué chez le directeur, on faisait vraiment beaucoup de bêtises. Genre on partait pendant les cours, on insultait les profs, on faisait n'importe quoi parce qu'on était en crise d'adolescence j'imagine. Et on avait été convoqués chez le directeur et en gros ce qui s'était passé c'est que le directeur avait supprimé ma bourse pour aller en Allemagne. Et pour moi ça avait été une immense humiliation parce que du coup il m'a pas donné une punition qu'il aurait pu donner à tout le monde, tu vois. Genre ma meilleure pote, elle aurait pu avoir cette punition-là. Tous les gens de ma classe auraient pu avoir une autre punition. Ils auraient eu une autre punition du fait que eux, c'était pas des pauvres. Et moi, la punition qu'il m'a donnée, c'est la punition qui était liée à ma condition de classe. Je sais pas si tu vois et je sais pas si j'arrive à bien expliquer. Il m'a enlevé ce que j'avais gagné du fait que j'étais pauvre. Comme j'étais pauvre, j'avais gagné une bourse pour pouvoir faire la même chose que les autres. Et en fait, il m'a enlevé ça. Il m'a pas donné une punition qu'il aurait pu donner aux autres. Parce que les autres, il les aurait punis sur autre chose. Moi, j'ai été punie sur le truc du fait que j'étais pauvre. Et pour moi, c'était terrible. J'en ai beaucoup pleuré. Énormément pleuré. J'ai détesté mon collège. J'ai détesté le fait d'être une pauvre. Ça a été hyper violent pour moi. Parce que vraiment, ça m'a mise face à ma condition de meuf qui n'a pas les moyens. Je me suis dit, voilà, si j'avais eu les moyens, ils m'auraient puni sur autre chose. Et c'était terrible, hyper humiliant. Vraiment, c'est peut-être une des pires humiliations de toutes les humiliations que je te donne là. Et donc, ça m'a... Je sais pas quelle leçon j'ai tirée de ça, mais peut-être que ça m'a donné la force pour pouvoir avoir envie de ne plus être pauvre dans ma vie. Ou, je sais pas si j'ai eu... Je t'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je suis pauvre ». Je suis pas sûre que j'ai tiré quelque chose de ça et je pense qu'au contraire ça m'a vraiment confortée dans l'idée que quand t'étais pauvre en fait, voilà c'est ça, que quand t'es pauvre, ce que je croyais, c'est des barrières mentales, que quand t'es pauvre t'as pas accès à certains trucs et qu'il y a certaines choses qui sont pas faites pour toi et ça aurait dû être mon premier voyage de toute ma vie et en fait il me l'a enlevé. Et pour moi, c'était terrible. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas raison dans le fond parce que j'avais fait une bêtise et que je méritais d'être punie, mais dans la forme, c'était hyper injuste. Une autre humiliation que j'ai vécue, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc désolée pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, c'était dans ma chorale chrétienne dans mon collège. Et en gros, il y avait une chorale chrétienne parce que j'étais dans des collèges privés. Et je voulais absolument participer à la chorale parce que je trouvais ça génial. Et moi, je suis pas chrétienne, je viens d'une famille musulmane. Donc quand j'étais ado, je m'estimais musulmane. Et je t'ai fait une vidéo sur si tu te poses la question, sur mon rapport à la religion et la spiritualité. Le lien sera dans la barre d'infos. Et donc, je voulais faire partie de cette chorale juste parce que je trouvais ça trop bien et parce que mes copines, elles le faisaient et voilà, j'avais envie. Et en fait, j'avais été m'inscrire à cette chorale et le prêtre, je sais pas si on dit prêtre dans ce cas-là, mais le prêtre de l'église ou de la chorale, je sais pas, m'avait refusé du fait que je sois d'origine algérienne et que je sois musulmane et que je sois pas chrétienne et voilà, j'avais pas le droit de faire la chorale avec les autres. Et pour moi, c'était hyper humiliant. Je me souviens, et c'est la honte, je me souviens que je me mettais à la fenêtre sur la vitre de la classe de chorale. Je sais pas, je sais pas si on avait pas une petite église, enfin c'était le truc du catéchisme et tout là dans mon lycée privé, catholique. Et je me mettais à la fenêtre et je regardais. Ah ouais, je crois qu'il y avait une mini-église avec un truc pour prier. Et je regardais mes copines qui chantaient au loin comme ça par la fenêtre et j'étais trop triste de ne pas pouvoir faire la chorale. J'étais petite. C'était une petite humiliation. Voilà. Ensuite, ah oui, alors ça c'est aussi... Mes humiliations sont beaucoup liées au fait que j'étais pauvre et le fait que je suis une femme. Alors, quand j'étais petite, on vivait dans un appartement insalubre. Je t'ai fait une vidéo sur la question, elle sera dans la barre d'infos. J'ai vécu pendant très longtemps dans un appartement très insalubre à Marseille et donc j'étais très pauvre. Mon père et ma mère ont divorcé quand j'étais toute petite et j'ai quasiment toujours caché à mon père le fait que j'étais pauvre. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est très compliqué, ça mériterait une vidéo et une psychanalyse entière, mais en tout cas voilà, je lui cachais ma condition sociale parce que j'assumais pas du fait que lui venait d'un milieu social un peu plus élevé. Alors mon père c'est pas un riche, mais bon, il avait sa propre entreprise dans le bâtiment, un appartement qu'il a acheté, il est propriétaire, donc voilà, il vient pas d'un milieu modeste. Et quand j'avais chez lui, j'avais toujours l'impression d'aller dans ma famille riche en comparaison avec ma famille pauvre.
Et d'ailleurs, c'était toujours hyper intéressant parce que j'avais des espèces de chocs culturels avec mes cousins, cousines de ma famille française par rapport à moi, comment je vivais, mais je leur disais pas parce que je l'assumais pas du tout. Et j'étais vraiment jeune quand j'ai commencé à mentir en fait sur ça. Et donc, mon père savait pas que j'étais pauvre, savait pas que je vivais dans un appartement insalubre, savait pas que ma mère était une femme battue, savait pas que je vivais dans un environnement violent et compagnie. Et donc, une fois, il a voulu me ramener, et je partais en vacances régulièrement chez mon père, et chaque fois quand je partais en vacances chez lui, je rentrais en train ou en avion, et une fois il a voulu me ramener en voiture et me déposer devant chez ma mère. Il faut savoir qu'il n'avait jamais revu ma mère depuis leur divorce, et qu'il ne parlait pas avec elle, donc il était vraiment pas au courant de notre vie, de rien du tout, et moi je mentais tout le temps. Et moi je lui faisais croire que j'habitais dans un appartement normal, et en fait, pour moi, ça avait été horrible le fait qu'il veuille me ramener chez moi parce que ça voulait dire qu'il allait voir que j'habitais dans un des pires quartiers de Marseille, qui est le quartier Saint-Mauron. C'est le quartier de la, j'allais dire la favela, de la cité qui s'appelle... Ah, comment elle s'appelle la cité? C'est une des cités les plus... c'est une des cités les plus difficiles de France. J'ai oublié. Bon, j'ai oublié, mais je retrouverai. Et donc, c'est un quartier qui, à l'époque, en tout cas, était vraiment très sale et qui pouvait faire peur parce qu'en fait c'était un quartier où il n'y avait que des Arabes et des Noirs, et je pense que quand on n'était pas habitué, ce qui n'était pas mon cas parce que moi j'ai grandi là-dedans, mais mon père qui est français avec sa femme française qui vit dans des beaux quartiers de Lyon, pour eux je me disais que ça allait être un énorme choc. Et là où j'habitais c'était vraiment pourri, c'était vraiment sale, enfin, c'était insalubre. Et donc pendant tout le chemin, j'ai fait croire à mon père que je ne savais pas l'adresse de là où j'habitais. C'était faux. Je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Je lui ai fait croire que je ne savais pas l'adresse, que il n'y avait pas de portable à l'époque, que je ne me souviens pas de mon quartier. Et je me souviens que... Alors, je crois qu'il avait demandé l'adresse à ma mère qu'il avait eue, mais qu'il ne trouvait pas. Et en fait, il me demandait de lui montrer, parce qu'il n'y avait pas de GPS à l'époque. Voilà, il n'y avait pas de GPS, il fallait se repérer sur des cartes. Et donc, il ne trouvait pas. Et on s'arrêtait aux cartes qu'il y avait dans la rue et on demandait aux gens. Et moi, je faisais semblant que je ne savais pas, alors qu'on était passé 10 000 fois devant chez moi, 10 000 fois devant mon collège, 10 000 fois dans mon quartier. Enfin, on tournait dans mon quartier, moi, je faisais la meuf. Et c'était trop bizarre parce que j'étais consciente qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, cette mascarade. Mais en même temps, je faisais tout pour repousser parce que j'étais petite et que voilà, j'avais pas conscience. Et mon père devenait de plus en plus furieux, ma belle-mère était de plus en plus saoulée et moi j'avais de plus en plus honte, et je crois qu'à un moment donné j'avais pleuré, j'avais fini par dire où j'habitais, et j'avais pas voulu qu'il monte chez ma mère parce que je ne voulais absolument pas qu'il voie où on habite, c'était trop pourri. Et donc je crois que j'avais fait en sorte un peu de m'embrouiller avec lui pour qu'il me dépose et qu'il parte, et c'était hyper humiliant. Lui n'avait rien dit ou rien fait d'humiliant. Mon père il a un peu des défauts, mais c'est quand même quelqu'un de très gentil. Et donc il avait rien dit, rien fait, mais je sais qu'il en pensait pas moins. Mais juste ça, le fait qu'il découvre là où j'habitais vraiment, ça avait été pour moi terrible. J'ai beaucoup de honte en fait à dire qui j'étais et à assumer qui j'étais en tant que pauvre, et je sais pas du tout si j'ai une morale positive à cette histoire. Je sais pas. Le dernier, c'était aussi quand j'avais mon entreprise, et c'était aussi avec un homme tout puissant. Souvent le même schéma. Et en fait, je commençais à peine mon entreprise, j'étais dans les 3 premiers mois, dans les 3-6 premiers mois, et on devait faire notre premier bilan comptable parce qu'on avait commencé notre entreprise en fin d'année comptable, donc on devait faire un premier bilan, mais il ne s'était pas passé grand chose parce qu'on démarrait. Et je me souviens être arrivée chez ce comptable, et ce que je déteste de tout mon cœur, et vraiment ça vient de ces traumatismes-là, banquier comptable, c'est ce truc où tu arrives dans un endroit où tu as ces hommes puissants, mais encore une fois avec des grands guillemets parce qu'ils sont puissants de rien du tout, mais ces hommes un peu de pouvoir dans ces grands bureaux, dans ces beaux bureaux qui te reçoivent et où tu te sens tout petit. Et je déteste ces situations, je déteste voilà, tous ces... Vraiment, ça m'a traumatisée, tous ces gens comme ça qui savent et qui te montrent qu'ils savent et que toi tu sais pas. Et donc je me souviens que je lui avais tout préparé tout comme il faut, j'avais fait tout ce qu'il voulait, machin, et qu'il regardait mon truc et qui faisait des trucs comme ça, d'un air hyper nonchalant, saoulé. J'avais l'impression de le quémander alors que je le payais très cher pour ce qu'il faisait. J'ai l'impression de le quémander, je me sentais toute petite, je me sentais une idiote, je me sentais nulle, mais vraiment nulle. Et je le sentais lui, voilà, cet homme, et moi en tant que petite femme qui sait rien. Et c'est douloureux, tu vois, pour moi d'y penser. Et puis à un moment donné, il avait jeté comme ça, c'est petit tout ça, c'est petit. C'est vraiment petit tout ça. Et c'est petit tout ça,
c'était une énorme humiliation pour moi. Parce que c'était pas petit pour moi en fait. Oui, c'était petit parce que c'était un mini chiffre d'affaires. Oui, c'était petit parce qu'on démarrait notre activité. Oui, c'était petit parce que j'avais 20 ans, c'était ma première entreprise. Mais non, c'était pas petit parce que j'avais 20 ans et que c'était ma première entreprise. C'était pas petit parce que c'était mes premiers euros que j'avais gagnés de rien. C'était pas petit parce qu'il y avait un investissement énorme derrière de deux personnes passionnées qui avaient envie de réussir dans leur vie, deux jeunes de 20 ans. Et ça faisait vraiment, tu vois, le vieux qui sait devant ces jeunes qui font que de la merde. Et alors lui, par contre, en plus de m'avoir humilié, ce qui est bien, c'est qu'il m'avait donné beaucoup de force et je m'étais dit, lui, il verra que je réussirai dans ma vie et que ce ne sera pas petit. Et effectivement, j'ai réussi parce que mon entreprise a eu un très gros chiffre d'affaires très vite et que j'ai beaucoup travaillé, j'ai généré beaucoup d'argent, mais malheureusement, je n'étais pas entourée de bons comptables et je n'avais aucune connaissance et d'éducation financière, du fait que j'imagine que j'étais pauvre, donc j'ai pas eu cette éducation financière dans ma famille. Je dis pas que quand t'es pas pauvre, tu l'as, mais je pense que tu l'as beaucoup plus. Quand t'es pas pauvre, ça veut dire que tu as souvent des parents qui ont de l'argent, qui ont des moyens, et tu peux avoir des parents aussi qui ont des situations professionnelles qui font que tu es sensibilisé à plein de trucs. Alors que quand tu es pauvre, tu viens plutôt tes parents ont plutôt des métiers ouvriers, donc voilà, ils ont pas les mêmes accès, enfin tu comprends ce que je veux dire, même si j'arrive pas à le dire très bien. Bref, mon entreprise a fait faillite au bout de 6 ans, mais quand même elle a généré tellement d'argent que je suis hyper fière et je suis très fière de mon parcours d'entrepreneuse parce que c'est un très beau parcours. J'ai 36 ans, j'ai eu plein d'entreprises et j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai gagné beaucoup de compétences et j'ai fait travailler, et encore aujourd'hui je fais travailler beaucoup de gens, donc c'est génial, j'ai créé beaucoup de valeur. Et donc, ce comptable qui m'a dit que c'était petit, je suis très fière aujourd'hui et j'aimerais qu'il voit qu'en fait, non, c'est pas petit et au contraire, c'est très grand. Voilà, je t'ai parlé de mes grandes humiliations, de ce que ça a amené pour moi. Je ne sais pas trop si c'est intéressant pour toi, si ça t'amène à réfléchir sur tes propres humiliations, mais j'aimerais bien que ce soit le cas. Je pense qu'on est confronté à plein d'humiliations dans notre vie et quand on est une femme encore plus, quand on vient d'un milieu modeste encore plus, et il y a plein d'autres choses qui peuvent nous amener à des humiliations, notre orientation sexuelle, nos choix de vie, toutes les choses qui finalement peuvent, nos handicaps, nos maladies, toutes les choses qui peuvent nous discriminer, nos différences dans cette société. Voilà, je fais des phrases qui ne sont pas claires. Et je crois qu'il est bon d'essayer chaque fois de trouver qu'est-ce que ça peut nous apporter. Et c'est pas facile de le trouver de suite. Pour certaines humiliations dont je t'ai parlé, ça m'a duré. J'ai eu besoin de plusieurs années pour comprendre. Il y en a certaines, je sais toujours pas si elles m'ont apporté quelque chose, mais je pense sincèrement que c'est bien de se retourner un petit peu sur son passé et de se dire voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux en tirer. En préparant en fait cette vidéo pour toi, je me suis rendu compte de certaines choses. Et si je pouvais te donner un conseil, c'est de réfléchir. Peut-être écrire, répertorier en fait un jour ou sur toute ta vie les différentes humiliations que tu vis pour pouvoir après avec du recul y repenser et les transformer en quelque chose de positif. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'aime très fort, je te dis à bientôt et pour conclure, même si j'avais déjà conclu avant, ne laisse pas les gens t'humilier, rebelle-toi, positionne pas et ne te laisse pas impressionner. Bisous, ciao.